Bonjour et bienvenue au quatrième sommet autour de la violence post-séparation, un sommet que nous tenons depuis septembre 2023. Donc, nous sommes à notre quatrième sommet. Il a lieu tous les 4 mois et le prochain aura lieu en février 2025. Aujourd'hui, je vais vous faire une introduction au sommet de cette édition avec le thème de cette fois-ci et également vous parler du thème, en fait, un peu plus spécifique du passage de victime à survivant à personne qui est accomplie. Si on peut traduire ainsi les mots qui viennent d'une publication en anglais. Et donc, c'est ça, je vais me présenter le sommet, présenter l'organisation qui met en avant le sommet et vous partager sur le thème de ce sommet-ci qui est transition. Transition au pluriel, c'est le nom, le thème du sommet de cette fois-ci. Le prochain sommet en février, que nous préparons déjà d'arrache-pied, sera fin février 2025. Vous avez accès à l'inscription déjà sur les réseaux sociaux et sur l'événement Eventbrite. Si vous voulez soumettre une ressource, une présentation, le sujet sera « les enfants ». Et les enfants, qu'en est-il des enfants dans les situations de violence post-séparation? Vous pouvez lire un petit peu là-dessus sur ce que ça demande pour être présentateur, présentatrice. Et je vais commencer par me présenter ainsi que le sommet. Donc, je suis Charlotte Habiger. Je suis connectrice et multi-entrepreneur. Ça veut dire que depuis, en fait, l'âge de 16 ans, où j'ai lancé ma première entreprise et ensuite au secondaire où on m'appelait Madame Projet, j'ai pris la décision pas mal consciente dans la trentaine d'assumer ce côté-là et de poursuivre dans la création, le lancement et la gestion de plusieurs entreprises, projets collaboratifs et organisations. Évidemment, pas toute seule. Je suis fan du modèle de collaboratif qui est beaucoup utilisé en éducation et peu en affaires présentement au niveau vraiment de ce qu'on appelle la recherche au niveau du développement collaboratif, collectif, collaboratif, apprentissage collectif, etc. Je suis également, et en fait au départ, une scientifique de formation. J'ai travaillé dans des laboratoires de recherche en Europe et au Canada avant de me retrouver moi-même mère monoparentale, seule à la maison, avec 3 enfants et une interruption dans ma carrière de chercheur au tout début de ma carrière, il y a plusieurs années, suite à une situation de violence conjugale. Donc, dans les sommets, je ne parle pas de mon histoire personnelle, ce n'est pas l'objectif. L'objectif du sommet est de parler de la violence post-séparation en général, de tout ce qui existe, tout ce qui se passe et peut-être qu'un jour on pourra trouver une solution pour la faire cesser. Alors, le sommet, pour passer à ça, en fait, cette présentation, cette introduction-là, le Havre de Soliane. Le Havre de Soliane est une organisation fondée par mon mari et moi. Donc, je me suis remariée. Je suis avec Yannick Boineau et nous avons fondé le Havre de Soliane, qui est une organisation privée, une initiative citoyenne avec pour objectif de mettre en place un centre de ressources virtuelles pour les victimes de violences post-séparation, également pour les défenseurs et défenseuses de ces victimes et de cette situation, pour les professionnels, donc les personnes qui travaillent dans le domaine, ainsi qu'à long terme, devenir non, une institution de formation accréditée pour, par exemple, les ordres professionnels au Québec. Donc, c'est un projet né au Québec qui s'étend maintenant pas mal d'endroits sur la planète, mais le but principal est de faire rayonner les ressources du Québec. Donc, le centre de ressources virtuelles existe déjà sous la forme de sommets virtuels qui ont lieu tous les 4 mois. Tous les 4 mois, des ressources viennent se présenter de différentes sortes et les victimes de violences post-séparation ont accès gratuitement à toutes les vidéos de présentation de tous les sommets. Les personnes qui souhaitent soutenir l'organisation ou qui aimeraient avoir accès en tout temps à toutes les vidéos de toutes les présentations peuvent s'inscrire à notre Accès Pass VIP pour 25 $. Vous avez accès à toutes les présentations des sommets passés et des prochains sommets. Ensuite, au niveau du centre de ressources virtuelles, en fait, pour l'instant, il s'agit de ces sommets-là, des vidéos, de la bibliothèque de ressources qui viennent de ces présentations-là et que nous allons structurer davantage encore d'ici le prochain sommet, puisque là, nous allons commencer à offrir des services un petit peu plus spécifiques pour les professionnels et quoique les victimes auront accès
tout le temps aux ressources gratuitement. Donc, nous avons aussi pour projet très concret de mettre en place un centre de ressources en personne, en présentiel, à Québec, qui serait, selon nos recherches, le premier au monde. En fait, si vous en connaissez, nous en parle. Ce serait un peu sur le modèle des maisons d'hébergement pour la violence conjugale, quoique ce n'est pas du tout le besoin des personnes qui vivent de la violence post-séparation. Certaines personnes le vivent depuis plusieurs mois, plusieurs années, même des décennies. Là, on n'est pas prêt à quitter notre maison, notre foyer, pour aller dans une maison d'hébergement pour résoudre quelque chose qui dure depuis très, très longtemps. Donc, en fait, le principe du Havre de Soliane est que, présentement, nous avons observé, en communiquant avec des experts, des chercheurs, chercheuses, experts, expertes, scientifiques, des victimes aussi. Nous employons volontairement le mot victime, puisque c'est un mot qui est facile à chercher en ligne, qui se retrouve facilement, qui est plus universel que d'autres mots. Cependant, si c'est quelque chose que vous avez vécu, vous pouvez utiliser le mot qui vous ressemble. Ça peut être victime survivante, ça peut être tout ce que vous voulez. Cependant, nous utilisons le mot victime afin de faciliter l'universalisation de ce concept afin qu'il devienne plus connu et mieux géré par les institutions et agences qui seraient censées, en réalité, nous fournir des solutions pour la faire cesser. Donc, le centre de ressources en personne, centre de ressources virtuelles, j'en ai parlé, centre de ressources en personne. Le pourquoi de tout cela, c'est que nous n'avons pas trouvé avec aucune des personnes avec qui nous avons parlé, ni au Québec, ni dans les autres provinces du Canada, ni aux États-Unis, ni les personnes avec qui nous avons parlé en Europe, en France. Nous avons parlé avec des personnes en Belgique, nous avons parlé avec des personnes à l'île Maurice, avec des personnes au Japon, Australie. Et le consensus semble être qu'il n'existe pas du tout de ressources pour faire cesser la violence post-séparation. Et là, on l'a bien expliqué en détail dans notre dernier sommet, vous avez également comme participants au sommet accès à notre e-book Fleurs dans la nuit, qui partage quelques histoires de violence post-séparation, mais aussi ce fait-là qu'il n'existe pas de ressources présentement pour faire cesser la violence post-séparation. La violence post-séparation est tolérée, est largement tolérée dans toutes les sociétés actuelles sur la planète, ce qui fait que les abuseurs ont accès à des stratégies et des façons d'utiliser le système actuel pour nuire à la victime en continu. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé le mot victime, parce que survivant, mais ce serait quand ce serait terminé, là. La violence post-séparation, il n'y a pas de façon d'y mettre fin de manière concrète. Une personne, par exemple, même en prison, peut déléguer ou continuer à faire souffrir la victime de toutes sortes de façons autres que la violence physique, mais aussi la violence physique peut être déléguée, donc on peut se poursuivre par l'entourage. L'autre spécificité du Havre de Soliane qu'on n'a pas retrouvé ailleurs, donc si vous le voyez quelque part, dites-le nous, parce que ça nous intéresse, c'est que les victimes sont impliquées. Les victimes sont considérées comme étant les plus grands experts, les plus grandes expertes sur la violence post-séparation. On pense que personne ne connaît ça mieux que les personnes qui le vivent. Et nous impliquons les victimes dans le sens qu'elles peuvent faire des témoignages, anonymes ou non, selon l'endroit où elles vivent, puis il y a des régulations et toutes sortes de choses en place. Ou elles peuvent faire des présentations sur des ressources aussi qui les ont aidées, ou elles peuvent inviter des ressources qui viennent faire des présentations. Donc, les ressources, ce sont toutes les agences. Nous avons invité pratiquement tous les organismes qui sont dans le domaine de la violence conjugale, puisqu'il n'y a pas vraiment d'organisme dans le domaine de la violence post-séparation, à moins qu'on parle de la violence conjugale post-séparation, quelque chose que nous, on ne s'occupe pas du tout de ça parce que nous, on s'occupe de quand la personne, ils ne sont plus ensemble. Donc, c'est plus de la violence conjugale. Du tout, le mot conjugal n'a pas sa place quand on parle de violence post-séparation. C'est une violence de dire à quelqu'un qui vit de la violence après avoir quitté un abuseur qu'elle est dans une relation de violence conjugale post-séparation. Alors, ces situations-là existent quand même. Par exemple, quand quelqu'un vient de quitter une situation de violence conjugale, puis que la violence se poursuit, peut-être en maison d'hébergement, etc., c'est de la violence post-séparation, mais ça se peut qu'ils soient encore mariés ou conjoints de fait, ou en tout cas, à ce moment-là, peut-être qu'il y a certains organismes qui utilisent à bon escient le terme violence conjugale post-séparation, mais nous, on ne s'occupe pas de ce domaine-là. On s'occupe vraiment de quand les gens ne sont plus ensemble et que du coup, il s'agit juste de la violence. C'est de la violence pure qui est tolérée dans notre société
parce que les deux personnes ont été en couple et qu'on considère que de la violence à l'intérieur d'une famille, pour le moment, la plupart des gens considèrent que ce n'est pas, on ne les regarde pas, c'est pas un problème de société, ils considèrent que c'est un conflit ou quelque chose de ce genre-là. Et ce que nous voulons amener avec le Havre de Soliane, c'est le rassemblement tous les 4 mois de ressources en virtuel et au bout d'un certain temps, le centre de ressources en personne. C'est que par la rencontre de ces différentes personnes qui travaillent dans le domaine, il y a des collaborations qui se créent, de la recherche qui se poursuit, des projets, la connaissance des ressources aussi, celles qui sont gratuites et offertes par les organisations gouvernementales. Bon, quoi qu'on sait qu'elles sont imparfaites, mais sinon la situation n'existerait plus, quelque part. Donc, la tolérance dans notre société nuit grandement aux personnes qui vivent directement les violences, mais aussi, ce qu'on veut amener, c'est qu'il y a quand même des articles de recherche scientifiques qui démontrent que les enfants qui ont grandi dans une situation de violence conjugale, qui se poursuit en plus par la suite. Donc, qui ont été souvent, très souvent, ce qui va arriver dans beaucoup d'endroits sur la planète présentement, c'est que les enfants d'une personne qui quitte la violence conjugale vont, au bout d'un certain temps, si l'abuseur continue, poursuit, etc., majoritairement des hommes, évidemment, il y a aussi des femmes, quelques femmes qui sont dans ce rôle-là d'abuseur, l'abuseur va continuer et la garde des enfants la, la, la- les enfants vont être confiés dans beaucoup d'endroits sur la planète aux abuseurs et le contact va être coupé avec le parent protecteur. Donc, comment ça peut se faire? C'est incroyable, c'est inimaginable, mais il existe beaucoup de règlements et de lois qui font qu'on n'a pas le droit d'en parler spécifiquement. Les personnes que ça concerne ne peuvent pas en parler en lien avec la loi et puis la protection aussi des mineurs, évidemment, que c'est leur histoire de vie aussi. Donc, pourquoi et comment ça peut se passer? Mais en gros, si l'abuseur, on tolère son comportement, puis on tolère aussi son attitude envers sa partenaire de vie pendant la violence conjugale et son ex-partenaire de vie pendant la violence post-séparation, mais les enfants n'ont pas en réalité accès à la vraie histoire, non seulement de leurs parents, de ce qui s'est passé, que ce n'est pas un conflit, qu'il n'y a pas de faute chez le parent protecteur. En ce qui concerne la violence, elle est toute 100% la responsabilité de l'abuseur. Si ce n'est pas expliqué aux enfants, qu'on ne leur apporte pas cette information-là, et qu'en plus, il y a accès uniquement à l'abuseur et pas au parent protecteur, ces enfants-là grandissent avec non seulement une fausse histoire de leur vie, donc de la vie de leurs parents, mais aussi de leur vie. C'est-à-dire que leur histoire de vie, telle qu'ils ont accès, est fausse. Donc, ce qui a été démontré dans les articles de recherche, c'est que c'est comme une grande majorité des enfants déplacés de cette façon-là ont tellement subi de manipulation, contrôle coercitif, que la seule position de sécurité possible est de se placer avec l'abuseur eux-mêmes. Ils le savent aussi qu'ils sont en danger en quelque part au fond d'eux. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que ce que démontrent les articles scientifiques, je vais y arriver, c'est que en fait, ces enfants-là, donc un grand nombre d'enfants, on parle de plus d'enfants il y a plus d'enfants que de parents, en fait, qui sont victimes de violences conjugales et post-séparation. Puisque les enfants, nous, on considère comme victime la personne qui était dans la relation de violence conjugale, donc la victime de l'abuseur, les enfants, mais aussi tout l'entourage. Donc, c'est aussi une des choses qui distingue le Havre de Soliane de beaucoup d'autres organisations. C'est que, par exemple, mon nouveau conjoint, qui ne connaît pas, par exemple, la personne qui est abuseur, est victime de violences post-séparation également, si moi je le suis. Donc là, on prend un exemple potentiellement fictif. Donc, une personne victime de violences conjugales ou post-séparation, l'entourage. On peut aller jusqu'à, par exemple, si la personne victime de violences post-séparation, c'est l'enseignant de vos enfants, et que vous n'avez pas ce genre de situation dans votre entourage proche, mais votre enfant est dans la classe d'une enseignante qui vit de la violence post-séparation et qui lui arrive de quoi, ben, ça va affecter votre enfant, ça va vous affecter. Et les enfants qui ont été élevés dans une situation de violence conjugale, même si le parent a quitté avec les enfants pour les protéger, vu que maintenant on a tendance autour de la planète, puis les abuseurs le savent, ils jouent avec ça en fait, on retire la garde des enfants du parent protecteur pour les placer avec le parent abuseur en coupant le contact avec le parent protecteur et la famille en fait du parent protecteur. À ce moment-là, ces enfants-là, 10, 20, 30 et surtout 30, 40, 50 ans plus tard, quand ils sont dans la quarantaine et la cinquantaine, il a été démontré qu'ils ont des problèmes de santé spécifiques au niveau, par exemple, du cœur,
si je me rappelle bien, au niveau du cerveau. On ne parle pas de problème de santé mentale, quoique ça doit aussi être présent, mais ce n'est pas de ça que ça parle dans ces recherches-là. Ce qui veut dire que la société ne devrait pas tolérer encore plus ces événements-là et cette violence-là envers les victimes de violences post-séparation, puisque ces enfants-là, quand ils vont grandir et avoir ces problématiques de santé-là, ce seront des gens qui seront dans notre société, ce seront les personnes qui vont vous servir à l'épicerie, à la banque, etc. Alors, on devrait en prendre soin. Donc, un des objectifs du Havre de Soliane et des sommets que nous tenons du Centre de ressources virtuelles, du Centre de ressources en personne, c'est de faire connaître cette problématique-là davantage, que ça devienne moins tabou, qu'on ne considère plus que c'est un problème de couple. Parce que ça n'a aucun rapport. Si on t'agresse, on t'agresse. Si on te blesse, on te blesse. Si on te tue, on te tue. Aucun rapport avec si la personne est en couple avec toi ou pas. C'est même en fait un facteur aggravant normalement. Mais on tolère parce qu'on considère que c'est une problématique entre deux personnes et on met une responsabilité quand même sur la victime. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que les personnes qui prennent des actions, c'est souvent des gens qui ont été victimes, ont connu quelqu'un qui a été victime. Donc, une fois que les personnes de toutes les personnes de la société, etc., les médias, etc., en parleront davantage, il y aura moins de tabous. Les agences gouvernementales et les organisations aussi qui peuvent venir en aide directement aux victimes, à leur entourage, à ces enfants-là, pour qu'ils grandissent avec la vraie histoire de leur vie quand même. Ça va amener un vrai changement parce qu'on se cale sur le modèle du développement des ressources pour la violence conjugale. C'est comme ça que c'est arrivé aussi. Donc, bien sûr, après ça, il y aura des changements de loi, changements de structure, adaptation aussi, puis une formation, une éducation, parce que ça manque royalement, pas particulièrement nécessairement seulement au Québec, là, mais partout. C'est c'est vraiment inadéquat, la gestion actuelle des situations de violence post-séparation. Et pourquoi? Alors, mon background de scientifique m'a fait remarquer que le mot violence post-séparation est important. Il n'est pas utilisé, il n'est pas développé. Par exemple, au Québec, on appelle encore ça la violence conjugale post-séparation, ce qui est extrêmement nuisible et insultant, en fait. C'est comme, pas du tout, c'est pas du tout de la violence conjugale. C'est de la violence qui est tolérée par les systèmes, la société, etc., parce que la personne a été en couple avec l'autre avant. C'est tout simplement la raison pour laquelle ce n'est pas géré correctement. Si les mêmes actes étaient faits par un étranger, le coach de sport de votre enfant, etc., on pourrait avoir des démarches qui existeraient pour le faire. Donc, en donnant l'exemple que, par exemple, un parent qui est emprisonné ou reconnu coupable de crimes même sur ses enfants ou un de ses enfants peut conserver la garde de ses autres enfants et ses droits de visite, etc., etc. Même en dehors d'une situation de violence conjugale ou post-séparation. Donc, on considère qu'un parent violent n'est pas un mauvais parent, alors que c'est scientifiquement démontré qu'un parent violent, quelle que soit la personne avec qui il est violent, est un parent violent aussi potentiellement avec ses enfants. Donc, si vous avez besoin d'accès aux articles de recherche, je peux vous en faire part. Cependant, je tiens à dire que je ne suis pas une experte personnellement au niveau académique, moi, en violence post-séparation. Je suis j'ai démarré une carrière de scientifique, je suis multi-entrepreneur, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de la compilation, la recherche, etc. Cependant, nous, on se positionne comme facilitateur du sommet. On met en place un sommet, les personnes viennent présenter des ressources. Le sommet n'est pas un lieu direct de dénonciation ou de critique tout à fait. Certains présentateurs le font selon l'endroit d'où ils viennent. S'ils viennent des États-Unis, du Canada, d'Europe, etc., ils vont parler du milieu dans lequel ils vivent. Cependant, le sommet, c'est un sommet pour rassembler des ressources pour les victimes de violences post-séparation, pour les défenseurs et défenseuses, pour les professionnels. Alors, ça résume un petit peu une bonne partie de ce que je voulais vous dire. Donc, le thème des transitions parce que quelqu'un peut être en train de faire une transition entre situation de violence conjugale puis le départ. Échapper, on ne devrait même pas dire quitter une situation de violence conjugale parce que c'est pas tout à fait toujours un choix. Le risque est grand, puis on ne peut même pas vraiment conseiller toujours à quelqu'un de quitter une situation de violence conjugale puisque on ne sait pas quelles conséquences ça pourrait avoir et on sait que la violence post-séparation, présentement, n'est pas gérée adéquatement. Donc, il faut mesurer et nous croyons que les victimes sont les personnes les plus puissantes, les mieux connaissantes de leur propre situation. Alors, il y a des sortes de mythes sur les victimes de violences conjugales ou violences post-séparation, que ce seraient des personnes faibles, vulnérables,
moins capable de prendre des décisions, à qui on ne devrait pas donner toutes les informations parce que ce serait difficile pour elle. Par exemple, quand nous, on dit qu'il n'existe pas de ressources pour faire cesser la violence post-séparation. Encore une fois, si vous en connaissez une, nous, si jamais on se trompe là-dessus, là, on va faire une célébration, on fera une fête. Il n'existe pas de ressources pour faire cesser la violence post-séparation. Même lors du décès de l'abuseur, là, même si l'abuseur décède, donc d'une façon accidentelle ou quoi que ce soit, là, on n'est même pas en train de dire que c'est ce qu'on souhaite, mais si ça arrive, la violence post-séparation se poursuit, puisque les victimes, c'est la personne qui a vécu les violences directes, bon, en général, la partenaire de vie où il y avait violence conjugale avant, l'entourage, les enfants, la famille, les deux familles, la famille étendue, l'entourage, le quartier, les voisins, le fait que la gestion par les agences et institutions qui devraient aider n'est pas adéquate présentement, fait que la violence post-séparation peut se poursuivre même secondairement par elle ou par les personnes de l'entourage qui ont absolument rien compris et qui, sans le savoir, poursuivent la narration de l'abuseur. Ça, c'est vraiment les cas typiques classiques, même les plus communs, malheureusement. Donc, nous ne croyons pas que les victimes ne sont pas capables d'entendre cela. En fait, comme c'est la réalité, ce serait mieux qu'ils aient accès à des ressources et nous croyons que les victimes sont des personnes puissantes. Une personne qui a quitté une situation de violence conjugale, qui s'est échappée, qui a fui en- malgré les dangers pour sa vie. C'est une personne puissante, forte, solide, avec des qualités incroyables. Et c'est une personne qui a des richesses, des talents uniques, des capacités spécifiques. Chaque personne est unique sur la planète. Et nous voulons la garder vivante aussi pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'elle a apporté au monde, quoi, à tous, en fait. Donc, ainsi que ses enfants et les personnes de son entourage. Pour résumer, par rapport au sommet, nous avons tenu, c'est le 4e sommet, nous avons eu une centaine de présentations. Certains présentateurs, présentatrices sont revenus en anglais ou en français. Nous offrons une traduction par le Zoom. Donc, en fait, il y a une traduction automatisée. On dit traduction parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas une interprétation. C'est pas une personne qui vient traduire, malheureusement, faire l'interprétariat. C'est vraiment une traduction. Donc, c'est par écrit en dessous. Nous tentons aussi autant que possible de vous offrir un transcript, c'est-à-dire une version écrite de toutes les vidéos dans les deux langues. Et nous avons aussi eu une proposition d'une présentation en espagnol, donc peut-être que d'autres langues pourraient s'ajouter. Euh, Nous avons des francophones du Québec, des francophones de la France. Notre projet est né au Québec et ce sont les ressources du Québec que nous voulons faire rayonner aussi à l'international. On a eu des personnes d'Asie, comme je disais, d'Europe. On a eu Suède aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Euh, Alors, si la violence post-séparation devient un thème plus couramment discuté, plus couramment présenté, puis qu'on est capable de regarder ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc., et il y a des bonnes chances que, comme pour la violence conjugale, ben, du coup, les citoyens, les députés, les personnes aussi au niveau plus décisionnel, les organismes qui viennent en aide aux personnes qui vivent la violence conjugale post-séparation, puissent avoir accès à intervenir, en fait, pour faire une différence réellement. Alors, tant qu'on n'en parle pas, que ça devient, que c'est un sujet tabou, ou alors tant qu'on veut mêler violence conjugale et violence post-séparation, qui sont deux thèmes différents, même si les actions sont pratiquement les mêmes. En violence post-séparation, on peut avoir toutes les formes de violence sans aucun contact. C'est ça qui est particulier. Et c'est très difficile en tout cas de mon observation, très difficile à démontrer ou à prouver dans une cour de justice, en tout cas présentement, là. C'est pas bien vu non plus en général d'emmener le sujet de la violence. Puis il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés et de discrimination envers les femmes, envers les mères versus les pères. Là, je parle de situation de violence conjugale et post-séparation. Donc, je sais que dans d'autres situations, ça peut être un petit peu différent. Euh, Ce qu'on veut, c'est aussi qu'on cesse de confier la garde d'enfants victime de violence, en fait, parce qu'un enfant dont le parent a été victime de violence est un enfant victime de violence. Même pas besoin de l'avoir vu, même pas besoin de l'avoir su. La violence, comment ça s'appelle, un pattern.
une série ou un environnement de, par exemple, le contrôle coercitif. Donc, euh, ce serait, ce n'est pas réaliste de confier complètement les enfants à l'abuseur. Euh, Plutôt, c'est alors que, par exemple, c'est quelqu'un qui a été reconnu pour ses crimes ou même quelqu'un qui n'a pas encore été reconnu, mais ça dépend de confier la garde des enfants à des personnes qui ont commis de la violence sur l'autre parent, c'est confier les enfants à la personne qui a fait des violences sur eux. Et si on va sur le site web du ministère de la Justice du Canada, en fait, il y a plusieurs articles scientifiques qui le disent. Un enfant dont un parent a vécu de la violence par l'autre parent, même si l'enfant n'a pas vu, n'a pas su, même pas obligé d'être au courant, là. Ça peut être un bébé, par exemple, ou un adolescent qui n'a pas été au courant. Les effets sur l'enfant sont incroyablement grands, là. C'est très important que l'enfant soit accompagné. Il y a aussi la loi du silence. En fait, pourquoi est-ce qu'on doit cacher à quelqu'un ce qu'il a vécu? C'est très étrange comment ce que nous rapportent beaucoup de victimes de ce qu'elles vivent. Évidemment, encore une fois, nous ne sommes pas des experts, ni au niveau judiciaire ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des experts. Nous rassemblons des personnes qui présentent des ressources qui ont pour but principal d'éduquer, informer et empuissancer les personnes qui sont victimes de violences post-séparation ou qui connaissent quelqu'un qui l'a été ou qui veulent aider à faire une différence dans ce domaine ou qui sont des professionnels, des experts, mais qui n'ont peut-être pas accès à ce type de présentation autrement. Alors, y a-t-il de l'espoir qu'on nous demande souvent? Mais en fait, il faut que je dise quand même que le but du sommet n'est pas nécessairement d'apporter de l'espoir. Peut-être qu'on pourrait souhaiter quand même que les gens nous disent que le fait de se retrouver avec d'autres personnes qui vivent la même chose, ça leur apporte de quoi de positif. Euh, J'avoue que ce n'est pas réellement l'objectif principal du sommet, quoique par l'effet secondaire, ça en apporte nécessairement de voir autant de gens se mobiliser, de voir autant de beaux témoignages, de belles, de beaux suivis. Cependant, la réalité que nous présentons, c'est que la violence post-séparation perdure vraiment beaucoup partout et que ce sont nos enfants qui payent le prix et donc les générations futures. Donc, c'est pas vraiment un portrait positif que nous en dressons. Cependant, d'où pourrait venir l'espoir? Parce qu'évidemment, il en faut pour pouvoir continuer. Sur le plan individuel, justement, la transition de victime, se sentir victime, on l'est aussi quand on va dans un système de justice, à être survivant, survivante. Il y a vraiment des personnes qui nous ont confié que ce moment-là où il a senti la différence, c'est incroyable. Et on voudrait aller même plus loin, on peut devenir une personne accomplie. C'est-à-dire qu'en anglais, c'est victim to survivor to thriver. Nous, on l'a traduit par victime à survivant, survivante à personne accomplie. C'est incroyable comme transition qui est possible, bien évidemment. Nous utilisons le mot victime, comme on disait, pour le côté universel du mot, aussi facile à traduire. C'est ce que les gens cherchent. Les gens cherchent plus victime que survivant, survivante sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Puis le mot violence, plutôt qu'abus aussi, parce que les actes de violence qui sont commis sont punissables par la loi reconnue par différentes instances, alors que l'abus en soi, en général, ne l'est pas. Dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, il y a pas de conséquences pour de l'abus. Un abus, c'est comme je disais tantôt, la violence par séparation, c'est un pattern, je ne retrouve pas le beau mot, mais c'est une façon de fonctionner, un mode de vie là, pour l'abuseur. Et ce n'est pas puni par la loi en soi, en général. Peut-être avec la nouvelle loi sur le contrôle coercitif, cependant, nous gardons quelques réserves là-dessus de certains commentaires qu'on a eus sur comment cela pourrait être utilisé. Puis tant qu'on a de la discrimination envers les victimes, ben, en fait, il n'y a pas grande loi qui fera une énorme différence, probablement de ce que nous avons compris, de ce que nous ont présenté les experts. L'autre espoir, parce qu'on parlait quand même de l'espoir, c'est collectif, donc le centre de ressources virtuelles que nous offrons à travers les sommets et une bibliothèque de ressources pour le moment. Donc, c'est un centre de ressources virtuelles où il n'y a pas de contact ou d'échange nécessairement, sauf pour vous référer à des vidéos ou à des experts. On ne fait pas de conseils ou de suivi présentement de victimes du tout, là. Vous pouvez venir témoigner, donc de manière anonyme, selon l'endroit où vous habitez.
ou la situation, ce sera anonyme. Donc, on peut lire votre témoignage pour vous. On peut faire un témoignage écrit, votre témoignage écrit anonyme avec une musique en arrière, comme une présentation vraiment anonyme. On peut aussi, certains endroits, certaines personnes ont la possibilité de pouvoir partager ou décident de le faire directement. Donc, ça aussi, on peut le faire une vidéo directe selon les éléments qui sont inclus. Puis, donc, c'est ça. On n'a pas d'autres services pour les victimes présentement. Nous, on n'a pas cette habilité-là de conseiller directement les victimes, mais on soumet une liste de ressources qui peuvent les aider à avancer sur leur cheminement. Puis au niveau société, par contre, l'espoir qu'on verrait, c'est avec le centre de ressources en personne, puis aussi la possibilité d'offrir des formations accréditées pour les agences gouvernementales, les personnes qui travaillent dans les ordres professionnels. Euh, c'est ce que nous souhaitons faire aussi. Donc, on a des personnes dans notre équipe qui s'occupent de faire la recherche là-dessus. Alors, je pense avoir fait le tour de la présentation. J'ai oublié de dire au début de cette présentation un gros merci à toutes les personnes qui se sont inscrites à nos sommets. Donc, on a à peu près, je pense qu'on était rendu à 300 personnes. Je n'ai pas le chiffre ici, mais à peu près 300 personnes qui, depuis le début, nos 4 sommets, se sont inscrits pour participer comme participants, en fait, participants, participantes, des victimes, des défenseurs, défenseuses, des professionnels, des personnes qui travaillent dans le domaine, etc. Euh, Si vous organisez des sommets, vous saurez que c'est beaucoup, c'est beaucoup de personnes. Cependant, c'est en même temps pas énorme en lien avec le fait que c'est extrêmement difficile d'avoir une audience importante dans ce domaine. Moi, j'ai habituellement des dizaines de milliers de vues quand je fais des publications sur d'autres sujets ou d'autres pages, sur d'autres entreprises que je gère, etc. Quand on passe en publication sur le sommet ou sur la violence post-séparation, c'est ouh, ça descend à 20, 30 vues, etc. Et ça, c'est vraiment courant dans le domaine. Les gens ne veulent pas trop en entendre parler. C'est pas encore vraiment un sujet que les gens ressentent de ce qu'ils nous disent. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne s'en rendent pas compte parce que la façon que c'est présenté, ils ne se rendent pas compte que ça, c'est dans leur entourage, c'est leur voisin, n'importe quoi peut arriver, une balle perdue, là. C'est, et puis aussi, c'est les enfants. Le nombre d'enfants affectés par les situations de violence conjugale, violence post-séparation est vraiment importante. Ce sont les adultes du futur. Donc, on doit vraiment en prendre soin. En plus que ce sont les enfants de quelqu'un, c'est les enfants d'une maman, de deux parents. Euh, Selon moi, la responsabilité de la société, des citoyens, là. Et cependant, ce sont les victimes qui font la différence présentement. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire, puis ce n'est pas une situation que vous avez directement dans votre entourage proche, vous pouvez participer en devenant sponsor, par exemple, supporter. Donc, en fait, on a des supporters qui sont des personnes qui ont payé un montant pour soutenir le sommet de cette fois-ci ou le prochain sommet. Et dans ce cas-là, on couvre des frais, par exemple, comme le Zoom webinaire qu'on veut offrir, qu'en fait, dont on a fait l'achat, mais on n'a pas réussi à le mettre en place pour cette fois-ci. Et aussi tous les outils, en fait, pour le centre de ressources virtuelles. Puis aussi, travailler à créer le centre de ressources en personne. Vous pourriez faire un don, vous pouvez partager autour de vous. On aimerait aussi créer une liste de choses que les gens peuvent faire pour aider, mais on n'a pas encore eu l'occasion de la finaliser. Il y a le e-book Fleur de la nuit qui peut être bon à lire. Donc, les témoignages également, témoignages donnent espoir en quelque part, dans le sens que beaucoup de gens se sentent vraiment boostés à lire des histoires en sachant que non, elles ne sont pas folles, les personnes. C'est vraiment une situation assez délirante, assez incroyable à croire, assez difficile à imaginer. Mais oui, présentement, la gestion de la violence post-séparation se fait un peu en étouffant les feux et on place les enfants quelque part pour réduire les problématiques, mais c'est sûr que ça va exploser un jour à la figure de tout le monde. Donc, ce n'est pas une solution à long terme que de fonctionner ainsi. Euh, voilà, vous avez accès au programme. En fait, si vous regardez l'enregistrement, vous avez accès à toutes les vidéos de ce sommet pendant 2 semaines après le sommet. Anglais, français, avec la traduction sur le Zoom, sinon dans le transcript quand il sera prêt. Et vous avez accès aussi à toutes les vidéos de tous les sommets passés. Si vous voulez avoir accès à vie à toutes ces vidéos-là, parce que là, ce sera juste pour 2 semaines, c'est 25 pour avoir accès à la bibliothèque de ressources au complet, jusqu'à ce qu'on mette en place
un autre modèle qui sera plus gratuit pour les victimes, puis un montant modeste ou en tout cas raisonnable pour les professionnels. Et dans le futur, les formations au niveau accrédité. Voilà, donc sur notre site web, vous avez la présentation de toutes les ressources aussi. Il y a anglais, français, les 4 sommets. Enfin, les 3 derniers sont déjà là, le 4e s'en vient. Puis sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, c'est LinkedIn, Facebook, TikTok. Ouais, TikTok. TikTok, il y a des vidéos chaque semaine, plusieurs vidéos chaque semaine. Euh, LinkedIn, il y a une page, puis l'événement et Facebook aussi. Et Eventbrite. Sur Eventbrite, vous avez la possibilité de vous inscrire pour le prochain sommet. Et si vous voulez devenir présentateur, présentatrice, présenter une ressource, euh, toute ressource, n'importe où sur la planète. Ça peut être une maison d'hébergement en région du Québec, ça peut être un coach de vie qui vit en Californie. On a une détective privée qui est déjà venue. On a parlé des inspecteurs de police qui travaillent sur le proxénétisme à Québec, à la lutte au proxénétisme dans la ville de Québec. On a parlé à des organismes de toutes sortes. Enfin, ça peut être aussi une personne qui vient nous présenter une ressource qui l'a beaucoup aidé. Ça pourrait même être un endroit où on peut faire de la zoothérapie. Enfin, tout est possible. Tout ce que vous pensez qui pourrait être utile pour les victimes de violences post-séparation. Recherche scientifique, projet par des experts, institut de formation. Nous faisons une sélection. Donc, vous avez un formulaire à remplir. On a une entrevue par Zoom. Puis ensuite, il y a un processus avec des courriels, puis le partage d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui, que ce soit en direct dans le Zoom, pendant le sommet ou dans les enregistrements. Et nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions par courriel. Vous pouvez aussi écrire si vous avez des questions pour les présentateurs, présentatrices, nous envoyer par courriel et on leur transmettra. Alors, merci beaucoup, portez-vous bien.